On est bon ? On est bon. Bonjour à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque mardi à 11h, nous vous proposons l'émission Le Micro des Artisans, où nous recevons différents artisans, des personnes travaillant par exemple le textile ou encore le bois, pour qu'ils vous fassent partager leur passion, leur technique et leur savoir-faire. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Marlène Bevilacqua, relieuse de livres installée à Gap, qui redonne vie aux livres et créatrice de l'entreprise L'Artisan Relieur. Bonjour Marlène. Bonjour. Merci d'être parmi nous et d'avoir accepté notre invitation. Alors je me suis posé la question en préparant cette émission du nom de ton travail, mais au féminin. Est-ce qu'on doit dire relieuse de livres ou relieur avec un E ? Alors moi j'ai mis un E à relieur. Donc parce qu'à l'époque quand je pensais à relieuse, pour moi j'associais la relieuse à la machine industrielle qui relie. Et donc je trouvais pas ça tellement beau. Et donc du coup j'ai mis un E à relieur. Bon, ça n'existe pas. Tu as créé un mot du coup. Voilà, après j'ai des collègues femmes qui disent relieur. Qu'elles sont relieurs et pas relieuses. Voilà, donc après maintenant je me dis que c'est un peu dommage de pas avoir mis relieuse, voilà, pour démocratiser un petit peu dans le monde des relieurs en tout cas, de la reliure. Et donc tu préfères qu'on t'annonce comme relieuse ? Maintenant peu importe. Voilà, peu importe. Alors durant cette émission, on va faire une chronologie de ton chemin qui va nous arriver jusqu'à ton travail actuel. Est-ce qui t'a donné envie de faire de la reliure ? Tu es né dans les Hautes-Alpes ? Non, moi je suis originaire de Saint-Étienne, dans la Loire. D'accord. Et donc, est-ce que tu as toujours eu le goût du livre ? J'ai toujours aimé la lecture. Quand tu étais enfant ? Oui, j'ai toujours aimé les livres, de l'enfance, l'adolescence, adulte. Mais pour faire ce métier, c'est pas une condition. J'ai une collègue qui n'aime pas spécialement lire, mais qui aime l'objet. Moi, j'aime lire, c'est un plus, mais c'est pas forcément la condition pour faire de la reliure. Donc cette personne aime le toucher, le matériel, voilà, le travail aussi. C'est ça, oui. Mais tu as fait un bac littéraire, c'est ça ? J'ai fait un bac littéraire, option théâtre. Option théâtre. Ensuite, tu es partie en faculté. J'ai fait 1 an de lettres modernes. Ouais. Et comme je ne voulais pas être professeur, journaliste, je ne savais pas trop, du coup j'ai arrêté la fac. Et j'ai trouvé, peu de temps après, une place de gardienne de déchetterie. Là où j'habitais, dans un village, là, il y a 4 communes qui se sont regroupées pour créer une déchetterie. Donc du coup, j'ai été gardienne de déchetterie pendant 5-6 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc là, tu as commencé à faire un peu de restauration, c'est ça, de meubles ? Alors je récupérais quelques petits meubles que je décapais, que je peignais, vraiment quelque chose de simple. Mais voilà, c'est ce qui me plaisait. Et puis au bout de 5 ans, je me suis dit, ça fait déjà un petit moment, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Donc je me suis posée, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Et du coup, comme j'aimais la restauration d'objets, de meubles, j'ai réfléchi à trois domaines dans lesquels il y avait les restaurations. Donc il y avait le mobilier ancien, les vitraux et la reliure. Donc je me suis renseignée au niveau des meubles, au niveau du vitrail. Du coup c'était un peu loin, il y avait de la tente, et comme à côté de chez moi il y avait un monastère dont l'activité principale était la reliure, je suis allée voir les religieuses. Donc dans un monastère, c'est ça ? Dans un monastère, oui, c'était les Visitandines. Et c'était le nom du monastère, si tu te souviens ? La Visitation, monastère de la Visitation. Voilà. Et c'était à côté de Saint-Étienne ? C'était c'est un village à côté de là où j'habitais, pas très loin. Donc ça t'a... Si, vas-y. Du coup, je suis allée les voir, je leur ai expliqué mon projet.
Comme quoi, avant de me lancer à chercher une formation, je voulais voir si c'était un domaine qui me plairait. Et donc, du coup, elles ont accepté de m'accueillir de temps en temps, les après-midi, pour observer un petit peu leur travail, comment ça se faisait. Et au bout d'un moment, elles ont commencé à me faire des petites tâches, à me faire participer un petit peu à la reliure de livres. Et ça m'a plu, et du coup, j'ai cherché une formation. Donc, comme je travaillais, du coup, j'ai fait ça en congé individuel de formation. Je suis partie en Bourgogne pendant 1 an, où du coup, j'ai appris le métier, et j'ai été formée. J'ai appris, et 1 an plus tard, donc j'ai passé le CAP en candidat libre à Paris. Et tu te souviens ce qu'on t'a appris dans cette formation? C'était des techniques de base, Alors en fait c'était assez complet à mon sens. Bon, il y a la technique de la reliure évidemment, mais il y a aussi tout ce qui est autour, c'est-à-dire on commence par la naissance de l'écriture, l'invention de l'imprimerie, la fabrication du papier, comment il est apparu, son cheminement, comment il est arrivé en Europe, le parchemin. Et on mettait en parallèle en fait l'histoire de France et des rois avec l'évolution des techniques de reliure. Parce que, pour faire court, chaque roi avait son emblème, et en reliure on utilise ce qu'on appelle des fleurons au niveau de la dorure, et chaque roi avait son emblème. Donc sur une reliure, quand il y avait par exemple un hérisson ou une abeille, on pouvait dire par exemple l'abeille que c'était Napoléon. Ou le hérisson, je ne voudrais pas dire une bêtise, mais bon, voilà, chacun avait son emblème. Un arc et des flèches, c'était la maîtresse d'Henri II, je crois, Diane de Poitiers. Donc voilà, il y avait cette histoire parallèle entre l'histoire de France et l'histoire de la reliure. Et donc ça, c'était durant ta formation? Oui. C'est ça. Oui. Puis il y avait du dessin technique, il y avait la dorure aussi, comment on titrait un titre de livre en dorure, faire des décors. Donc voilà, c'était assez complet. Et ensuite, tu as passé un CAP, donc tu m'as dit art de la reliure, c'est ça? Est-ce que tu te souviens de l'examen Est-ce qu'il y avait un examen final, du coup, je suppose? Oui, à Paris, oui, quand je suis allée à Paris, au lycée Tolbiac, pour passer le CAP, il y avait une épreuve de parage. Par exemple, le parage, parer le cuir, c'est l'amincir quand on fait une couverture en cuir. On a un couteau spécial, un couteau à parer, donc on amincit le cuir. Donc il faut faire un parage. Il y avait de la dorure aussi, il y avait de la couture, il y avait des montages de gravures. Et il y avait aussi, on nous donnait différentes photos de reliures de différents siècles. Et donc il fallait, après on passait, donc ça c'était l'oral, on passait devant un jury et on disait à quel siècle correspondait la photo et pourquoi, c'était par rapport à un décor, par rapport à un fleuron. Voilà ce dont je me souviens. C'était pas mal. C'était déjà bien. Une bonne mémoire. Ensuite, est-ce que tu as créé ton entreprise juste après ton diplôme? Non. Moi, mon objectif, comme c'était la restauration, en fait, il y avait une école, je pense qu'elle existe toujours, en Italie, dans le nord de l'Italie, et une école internationale de restauration de livres. Et j'avais rencontré quelqu'un qui avait fait cette école, et donc du coup, ça m'avait donné envie. Donc j'ai commencé à préparer le concours. Et en fait, l'année où j'ai préparé le concours, ça a été l'année où les universités européennes ont mis à niveau leur diplôme. Ce qui fait qu'avant, on pouvait passer le concours d'entrée avec le bac. Et l'année où j'ai voulu passer le concours d'entrée, en fait, il fallait un DUG. Donc, je n'ai pas pu passer le concours. Donc en attendant de trouver du travail dans la reliure, du coup j'ai travaillé, je suis restée à Saint-Étienne et j'ai fait 2 saisons dans une chocolaterie. Ce sera peut-être pour une prochaine émission, les méthodes de travail du chocolat. En quelle année tu as créé ton entreprise? Donc 2 années après, c'est ça? Alors j'avais préparé ce concours-là en 2004.
Donc c'est en 2006 en fait, j'ai trouvé du travail à Grenoble. Mais mon employeur en fait était sur le point de vendre son atelier à Grenoble et il avait créé un autre atelier à Gap. Donc quand il a vendu celui de Grenoble, je l'ai suivi à Gap. Et moi je pensais y rester 6 mois, mais ça fait 16 ans et demi. Et en fait quand il est parti à la retraite, j'ai repris l'atelier, donc c'était en 2009. Donc tu as repris l'atelier en 2009. Pour ceux qui ne connaissent pas ton activité, est-ce que tu peux nous dire de manière générale en quoi ça consiste ? On reviendra plus en détail tout à l'heure. En quoi consiste ton travail de relieuse ? Alors, si on fait en une phrase, en fait, la reliure, ça protège le livre. En fait, c'est un écrin pour l'écrit. C'est une protection, en fait, du contenu. Donc en fait c'était ça au départ l'objectif de la reliure. Donc protection du livre dans le but d'une conservation. C'est ça aussi, oui. Donc on va continuer de parler de ton travail tout à l'heure et plus en profondeur. Mais avant ça on va effectuer une première pause musicale. Alors comme cette émission c'est ton émission Marlène, je t'ai demandé de choisir 3 chansons. Ouais. Et tu as choisi notamment une chanson d'Adriano Celentano. Quel est le nom de cette chanson ? Alors c'est Mondo in 7A. Alors peut-être, comme c'est... moi je le dis comme ça, peut-être que ça se dit autrement, mais voilà, moi je le dis comme ça. En fait je te demande de dire la chanson parce que j'ai des difficultés avec les langues étrangères. Donc tu m'as dit Mondo in 7A. Mondo in 7A. Et donc pourquoi tu as choisi cette chanson ? Alors c'est un chanteur italien, donc voilà, moi c'est mes racines, l'Italie, donc ça rappelle un peu l'enfance, les vacances en Italie, voilà, c'est mes racines. Donc ça en vient avec ton passé. C'est ça. Nous écoutons tout de suite la chanson d'Adriano Celentano et la chanson s'appelle Mondo in 7A. Prendo il giornale e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto? Sì, siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, nel cielo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Leggo che sulla terra sempre c'è una guerra, ma però per fortuna stiamo arrivando sulla luna, mentre qui c'è la fame, c'è la fame. Ai ai ai, ai ai ai. Ai 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 ai, ai ai ai, ai ai ai, ai 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 Ogni atomica è una boccia e i birilli sono l'umanità. Il capriccio di un capoccia ed il mondo in aria salterà. Si rapina lunedì, ci si ammazza gli altri dì. Guarda un po' che società, ipocrisia qua e là, non va, non esiste morale, c'è per tutti un complesso, un problema del sesso e le persone serie che non raccontano storie, le han spedite in ferie. Questa terra
terra il monopolio delle idee sbagliate. Qui si premiano quei film dove c'è un morto in più, si divorano i romanzi con inizio a rate, c'è persino corruzione dove c'è lo sport. No, ragazzi, ma non rattristate così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi. E se noi tutti insieme in un clan ci uniremo, cambierà questo mondo. Se noi daremo una mano a chi ha più bisogno, ci sarà solo amore, solo amore, ci sarà solo amore. Nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Le Micro des Artisans, en compagnie de Marlène Béville-Accard, relieuse de livres, qui soigne les ouvrages pour leur donner une nouvelle vie, et créatrice de l'entreprise L'Artisan Relieur, Agape. Alors j'aimerais qu'on entre maintenant plus en profondeur de ton travail. Est-ce que tu as des techniques à toi, tes techniques propres pour la reliure, parce que je suppose qu'il y a plusieurs techniques. Alors, mes techniques à moi, non, je n'ai pas inventé de techniques. Les techniques qu'on t'a apprises, du coup Non, j'ai pas vraiment de technique à moi. Qu'est-ce que je pourrais dire En fait, j'ai peut-être... On a tous et toutes, en tant que relieurs, des façons de travailler, un peu qui diffèrent, mais au fond les techniques sont les mêmes. Alors après, il y en a au fil du temps qui ont inventé des coutures ou d'autres décors, d'autres qui ont utilisé des matériaux différents comme le plexiglas, ça peut être du verre,
Ça peut être des écorces, bien qu'avant on utilisait du bois aussi au lieu des cartons, à la place des cartons. Mais moi, je ne peux pas dire que j'ai une technique particulière et propre à moi. Du coup, on va prendre des exemples, finalement. Parce que tu m'as parlé de couture. Ouais. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas ce domaine, qu'est-ce que la couture dans le Oui, c'est un peu domaine abstrait du quand livre? on dit qu'on coud un livre. En fait, un livre, à part si on met de côté les livres de poche et les livres actuels, les livres sont constitués, vous avez des grandes feuilles qui sont pliées en deux, et encore après l'impression, qui sont pliées en deux, et encore une fois en deux. Donc ça forme ce qu'on appelle un cahier. Un cahier peut être constitué d'un feuillet, de 2 feuillets, de 3, de 8, ça dépend. Et en fait, on fait des encoches dans ces cahiers, et en fait, ça permet au fil de couture de passer. Mais peut-être que du coup, j'ai amené les différentes étapes de la reliure. Donc, au niveau visuel, ce serait peut-être plus parlant. Bon, du coup, on va voir ça après pour les livres. Je voulais te demander aussi, lorsque les feuilles sont abîmées, comment on... On les répare, on les restaure. Comment on les... Alors, moi, ce que j'ai appris, donc j'ai fait 6 mois de formation à la Bibliothèque nationale de France, donc après mon diplôme, le CAP. Et donc là, j'ai appris différentes techniques de restauration de papier. Et en fait, on utilise surtout du papier végétal. Donc moi, j'utilise du papier végétal qui est fabriqué au Japon. Donc en fait, c'est les fibres, comme c'est végétal, il y a des papiers qui ont des fibres plus ou moins longues. Et donc quand on les découpe, quand on les déchire comme ça crée, donc on voit les fibres. Et quand je les colle sur le papier, par exemple quand il y a une déchirure, quand je colle par-dessus la déchirure, du coup les fibres de ce papier de restauration et les fibres du papier d'origine vont se fondre, mais du coup ça va créer une... comment dire les fibres du papier de restauration vont un peu épouser les fibres du papier d'origine. D'accord. On peut travailler avec des machines, c'est ça? Mais toi, tu ne travailles que manuellement? Oui. Après, j'ai des machines comme un massicot, une cisaille, un étau à endosser, mais c'est tout manuel, quoi. Il n'y a rien d'électrique. Enfin, il existe des massicots électriques, mais moi, le mien, il est manuel. Donc, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais ramené quelques objets. C'est les étapes de la reliure, c'est ça? Les principales, oui. Les principales. Du coup, il y a quelques étapes entre les différentes... Oui, il y a des mises sous presse, par exemple, après ce qu'on appelle, quand on découd un livre après le débrochage, comme le livre reprend de l'air, on le met sous presse une nuit pour chasser l'air et pour que le livre soit bien à plat. Donc là, ce que je vais ce que je vais expliquer, c'est vraiment les principales étapes. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais montrer aux caméras la première étape et les différentes étapes. Et puis tu vas nous dire comment on s'organise pour restaurer un livre. On fait comme ça? Allez-y. Allez, je me lève. Donc là, c'est la première étape, c'est ça? C'est ça. Donc quand on a un livre comme ça, donc ça c'est... Généralement, quand on l'a, il est cousu, on appelle ça broché. Donc un livre broché, la première étape, du coup, donc c'est de le débrocher, donc de le découdre. Et une fois qu'il est décousu, donc ça fait des petits cahiers comme ça. Je nettoie la colle qui est... S'il y a de la colle qui reste, je nettoie la colle qui reste au fond des cahiers. C'est-à-dire sur le côté ici, ce qu'on appelle le dos, le fond des cahiers. Donc s'il y a des réparations, s'il y a des déchirures ou s'il manque du papier, à ce moment-là, je fais les réparations. Et une fois que les réparations sont faites, du coup, il y a la nuit sous presse, et là, je peux passer à la couture. Donc la couture, c'est la deuxième étape, c'est ça? C'est la deuxième étape. La deuxième étape.
Donc la couture, donc il faut d'abord faire des encoches, voilà, là où il y a la ficelle. Donc là c'est une couture sur ficelle. On peut coudre sur des rubans, mais là c'est sur ficelle. Donc là les encoches elles sont déjà faites. Et donc le but c'est de serpenter en fait, de rentrer. Voilà, en fait c'est cahier par cahier. Donc cahier par cahier, je prends une aiguille et un fil et donc je rentre, je sors, je fais le tour de la ficelle et une fois que je suis arrivée au bout, je sors et là je monte, je mets le deuxième cahier et en fait je serpente comme ça. Voilà. Et après, une fois que la couture est terminée, je mets de la colle pour que les cahiers soient bien en place. Et le fait de coudre, de prendre... il existe des fils de différentes épaisseurs. Donc après, il y a l'épaisseur, choisir l'épaisseur du fil selon le papier. Mais du coup, ça augmente l'épaisseur du dos par rapport à l'épaisseur de ce qu'on appelle la gouttière. Donc quand on appuie un peu sur la couture, on sent qu'il y a déjà une petite surépaisseur, une encoche qui se crée déjà. Donc l'étape suivante, en fait, c'est de mettre le livre dans un étau endossé pour arrondir le dos du livre. Donc là, ça s'appelle l'endossure. Donc on met le livre comme ça dans un étau endossé, c'est comme un étau... de bricolage, hein, mais voilà, sauf qu'il les lames sont un peu inclinées comme ça. Et donc avec un marteau spécial qui est arrondi, on couche les cahiers. On appelle ça coucher les cahiers. Et donc ça arrondit, voilà, ça descend les cahiers d'un côté et de l'autre et ça crée l'arrondi. Et ça crée l'encoche qu'on peut voir ici. Pour pouvoir après, on va couper les cartons et pour pouvoir insérer le carton dans l'encoche, c'est-à-dire dans le mort. On appelle ça un mort. Voilà. La quatrième étape. Donc là, c'est les cartons qui sont coupés. Et ce qu'on peut voir, c'est que du coup, qu'ils rentrent bien dans l'encoche qui a été constituée par l'endossure du dos. Je vais t'engager comme assistant quand je vais faire des salons. C'est ça, ouais. Donc là, ça c'est la reliure traditionnelle. Donc là, une fois que les cartons sont coupés, on perce le carton et on insère la ficelle au travers du carton. Ce qui fait que la couverture cartonnée et le livre en fait sont solidaires, c'est un tout. Donc ça solidifie encore plus le livre. Donc après, les étapes suivantes, c'est de fixer les ficelles. C'est bon ? De fixer les ficelles, donc elles sont collées à l'intérieur du carton. L'étape suivante, donc, c'est de les coller à l'extérieur, comme ça le carton est fixé. Et ensuite, je m'occupe du dos, c'est-à-dire que là, il y a une mousseline qui est posée. Il y a une tranche-fil, donc les tranches-fils, c'est les petites... voilà, c'est ça. Donc avant, elles sont toujours faites, on peut toujours les faire manuellement. Là, c'est des tranches-fils mécaniques, donc c'est des tranches-fils qui sont toutes prêtes. Et après, je remets une couche de papier pour consolider, pour que le dos soit bien ferme. Et après, une fois que ça c'est terminé, je passe à la couverture, à la couvrure. Donc ça peut être selon la demande, ça peut être du cuir, de la toile, du papier, un mélange de cuir-papier, un mélange de toile-papier, en plein cuir, en pleine toile. Et la dernière étape, vraiment la toute dernière, c'est le titrage doré. Donc c'est la dorure. Donc voilà les principales étapes d'une reliure traditionnelle. Donc du coup, je pense que c'est un peu plus précis et moins flou. Ouais, c'est vrai qu'expliquer comme ça, c'est pas évident, quoi. Comme les gens connaissent plus trop, du coup, de voir.
Mais voilà, on n'en parle pas assez souvent justement des artisans, voilà, qui ont des techniques, voilà, des savoir-faire. Et voilà, c'est important de savoir justement, et d'apprendre, voilà, comment on relit un livre, comment on fait un livre en fait finalement. Et tout le monde a déjà eu ou a un livre dans ses mains, et on ne prend pas le temps de connaître ça. Et donc merci beaucoup pour cette démonstration très, très intéressante, pour nous faire partager ce que tu fais. Est-ce qu'il y a un travail qui t'a le plus marqué durant ton activité ? Alors il y en a plusieurs, mais il y en a un notamment quand je faisais des restaurations pour les archives départementales. J'ai restauré quelques registres de notaires, dont un, je me souviens, alors je sais plus si c'est 1500 et quelques, je crois que c'est un des plus vieux que j'ai restauré, donc qui était en couverture parchemin, couverture souple en parchemin. Et donc l'intérieur, voilà, il y avait quelques petites déchirures, donc j'ai refait la couverture avec du parchemin neuf. Et ça, en fait, voilà, je trouve ça vraiment émouvant en fait d'avoir entre les mains un ouvrage qui a traversé les siècles, et quand il va bien conservé, on a l'impression qu'il a été écrit la veille ou l'avant-veille. Et donc de se dire qu'il est passé de main en main depuis le 15e siècle. Pour arriver à tes mains. Et voilà, et que je l'ai dans mes mains, je trouve que c'est émouvant, peut-être pas magique, mais voilà, c'est quand on pense du coup à l'histoire et au chemin de ces livres, je trouve ça émouvant. Et du coup, voilà, le livre est passé de main à main jusqu'à toi, et toi, il y a comme une sorte de, pas dire de coupure, mais toi tu redonnes une nouvelle vie, une nouvelle jeunesse, un nouveau souffle, pour qu'ils puissent vivre encore plus longtemps. Voilà, encore d'être conservé encore longtemps. Tu m'avais parlé d'un carnet aussi. Oui, alors ça c'était donc côté archives départementales, mais côté clientèle particulière. Là, une fois, il y a quelques années, il y a une dame qui est arrivée avec un petit carnet qui appartenait à son papa, qui avait été prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, quand il était prisonnier, il avait ce carnet, et donc il avait dessiné un peu, il avait réécrit des poèmes ou des extraits de chansons. Donc là, ça mettait un peu une pression un peu supplémentaire par rapport à d'autres commandes, parce qu'il y a le lien familial, le lien sentimental, et c'est quelque chose de précieux et d'important pour cette personne, quoi. Et puis les difficultés aussi d'un moment d'une vie, voilà, aussi, durant la Seconde Guerre mondiale. C'était aussi un témoignage d'un moment de l'histoire de l'histoire de France, quoi. On va écouter dans quelques instants la deuxième chanson que tu as choisie pour cette émission. Une chanson de Nina Simone, c'est ça, qui s'appelle Ain't Got No, I Got Life. Pourquoi tu as choisi cette chanson ? J'aime bien Nina Simone déjà, et j'ai choisi celle-ci pour le message. C'est-à-dire qu'on peut avoir la richesse, toute la richesse qu'on veut. Et au final, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir, je sais pas si c'est correct ce que je veux dire, mais d'être soi-même et d'avoir ce qu'on a, quoi, la santé, le corps, les mains, les yeux. Voilà. J'ai choisi cette chanson pour le message. Nous écoutons tout de suite la chanson Ain't Got No, I Got Life de Nina Simone sur KTB Radio. Ain't got no home, ain't got
got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing, ain't got no water, ain't got no air, ain't got no smoke, ain't got no ticket, ain't got no water, ain't got no love, ain't got no faith, ain't got no God, ain't got no wine, ain't got no money, ain't got no faith, ain't got no God, ain't got no love. And what about God? Why am I alive anyway? Yeah, what about God? Nobody can take away. I got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth. I got my sense. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood. I've got life. I've got life. I've got a headache and toothache and bad times too, like you. I got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth. I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobies, got my heart, got my soul, got my back. I got my face. I got my arms, got my head, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood. I got life. I got my freedom. I got life. Nous venons d'écouter la chanson I Got No, I Got Life de Nina Simone, choisie par Marlène donc sur KTB Radio. Nous sommes toujours dans l'émission Le Micro des Artisans, en compagnie de Marlène Bévilacqua, relieuse de livres et gérante de l'entreprise L'Artisan Relieur. Et tu es installée à Gap. C'est ça. Est-ce que c'est un atelier ? Oui. C'est un atelier de création spécialement ? Tu reçois des gens ? L'atelier est ouvert. Moi, je travaille. Il est ouvert, tous les murs sont verts ? Avant, cette épicerie était verte à l'intérieur. Non, après, alors il n'est pas fermé à clé, donc les gens qui veulent passer passent. Mais c'est vrai que comme je travaille, je ne suis pas non plus trop disponible pour des visites, pour des gens qui s'intéressent au métier. Mmh.
Du coup, c'est compliqué parce que lorsque tu es en plein travail, s'il y a des personnes qui viennent te poser des questions sur un... Alors ça arrive, je réponds aux questions. Après, il m'arrive d'écourter en disant que j'ai quand même du travail, mais par exemple, là dans la semaine, il y a une jeune qui est venue, une jeune femme qui est venue me poser des questions parce qu'elle envisage d'en faire son métier. Donc là, j'ai pris du temps pour répondre à ces questions. Mais après, voilà, je suis disponible. J'aimerais qu'on aborde maintenant ton travail de manière plus générale et un peu plus philosophique, entre guillemets, sur le temps. Cette idée que tu prends du temps pour combattre le temps qui passe et l'usure du temps aussi. Oui. En fait, tu as dans ton travail de restauration, tu redonnes un nouvel élan. Oui, ça prend du temps. Oui, effectivement, ça prend du temps de voir un peu. C'est aussi s'adapter au livre, même si les techniques sont les mêmes, selon le papier, selon la taille du livre. Voilà, il y a aussi un moment d'adaptation, savoir quelle technique ou quelle colle est la mieux adaptée pour chaque papier, pour chaque livre. Alors, c'est pas sur tous les ouvrages, je me pose pas la question, mais c'est aussi un travail d'adaptation, s'adapter au livre, et donc de réfléchir à la meilleure. Il y a déjà le temps d'accueil du propriétaire ou de la propriétaire du livre. Donc là, je passe aussi du temps à savoir quel usage la personne en fait, si elle le consulte souvent, pas souvent, si c'est juste pour le conserver, si elle va lire souvent, si c'est aussi pour le transmettre à ses petits-enfants, à ses enfants. Quelle technique aussi elle a mieux adaptée pour le livre, aussi pour la bourse, ce qui est aussi important. Donc voilà, il y a ce temps-là aussi déjà d'accueil, et après le temps que je passe à refaire le livre, à le restaurer. Un travail d'écoute, c'est ça, un travail d'écoute de la personne qui vient te voir. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà c'est une idée qui me vient à l'esprit, qui ont déjà une idée prédéfinie de la restauration et qui justement qui t'impose un fil conducteur de restauration, ou c'est toi justement qui... Pour les restaurations, non, parce que non, après moi je leur dis ça c'est possible, ça c'est pas possible, ou alors je dis oui peut-être on pourrait faire comme ça. Il y a non, il y a pas de, on m'impose pas de, c'est toujours après une discussion. Après il y en a qui veulent, après c'est plus un choix de couverture, par exemple, des gens qui veulent du cuir ou du papier ou de la toile. Après moi je dis peut-être que le cuir là il n'est pas nécessaire pour tel livre. Après c'est l'envie de la personne. C'est son choix, parce que certains me demandent mais faites comme vous voulez. Moi je dis non, c'est votre livre, on n'a pas les mêmes goûts au niveau des couleurs, au niveau des matériaux. Donc moi je les conseille, j'essaie de les conseiller au mieux. Est-ce qu'il y a je reviens au temps qui passe. Est-ce qu'il y a une évolution de l'écriture qui est en parallèle avec les méthodes de reliure, plutôt parallèle comme ça du coup? Oui, il y a une évolution effectivement. Si on part, alors je vais pas refaire un cours et puis j'ai oublié mes cours, mais bon, ce dont je me souviens, c'est que il y a déjà eu il y a les grottes de Lascaux, enfin les peintures comme ça pariétales. Mais bon, il y a eu l'écriture sur les écorces des arbres. Il y a eu sur les plaques d'argile. Et après, donc en Asie, il y a l'invention du papier avec le végétal. On connaît l'Égypte avec le papyrus.
Le temps que ça vienne en Europe, c'était au 12e, 14e, 12e siècle. Avant le papier, en Europe, c'était sur des pots, donc sur le parchemin. On écrivait sur du parchemin. Le temps que le papier arrive en Europe, c'était au 14e siècle. Il y a eu le support sur du papier chiffon. Donc ça, c'était un métier au Moyen-Âge. Les gens passaient et récupéraient les vieux chiffons, les vieux vêtements qui étaient pilés. C'était tout un processus. Et du coup, ils faisaient du papier avec. C'est pour ça qu'on appelle ça du papier chiffon, parce que c'est fait avec du tissu. Donc il y a papier végétal, papier chiffon, du papier bois au 19e qui a commencé au 19e, donc avec la fibre des arbres. Et maintenant, je ne suis pas trop calée maintenant, mais c'est du papier un peu chimique, un peu... je ne vais pas trop parler de ça parce que je ne suis pas calée sur les papiers actuels. Tu m'avais parlé hors antenne lorsqu'on s'est parlé au téléphone. Tu travaillais avec des biographes, c'est ça? Alors je travaille avec une biographe hospitalière qui travaille en soins palliatifs. Elle fait ça à Gap et à Manosque. Et donc elle va recueillir, elle va demander aux gens qui sont en soins palliatifs s'ils veulent parler de leur vie et laisser le récit de leur vie à leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc elle recueille le récit de leur vie. Et une fois qu'elle a retranscrit ça, elle me les amène et moi je les relis. Donc il y a des personnes qui demandent des décors particuliers, un couple de danseurs, un arbre, un chardon, un avion, c'est assez varié. En fait, c'est un travail triangulaire du coup. Oui. Entre toi, la biographe et les personnes, pardon. Voilà, on a parlé de ton passé, de ton présent et ton futur. Voilà. Quels sont tes projets dans les prochains jours? Alors les prochains jours, prochains mois, prochaines j'ai des années. commandes à finir, donc le projet c'est de terminer les commandes. Après, dans le futur, avec une collègue qui fait de la tapisserie, on cherche un autre local. Parce que là où je suis, là où on est, donc elle est pas visible, elle est au fond de l'atelier. C'était un dépannage. Et donc là, on cherche un local à partager à deux où on soit visible, toutes les deux, et un peu plus centré, parce que là, où on est actuellement, c'est un peu excentré, c'est à côté de la préfecture, au 24 rue Saint-Arrêt, à côté de la préfecture. Et c'est vrai qu'à part les jours de manif, il n'y a pas grand monde qui passe. Donc voilà, ce serait de changer d'atelier, changer de secteur aussi à Gap. Comment les personnes peuvent te contacter? Par exemple, si quelqu'un écoute cette émission et a un local qui veut vous aider, ou une personne qui a une question ou une commande, comment les gens peuvent te contacter? Alors, soit s'ils sont à Gap et ils connaissent l'atelier, ils connaissent l'adresse, donc ils peuvent passer directement, soit par téléphone. Donc, pour mon téléphone, c'est le 06 88 59 91 45. Par mail aussi, artisan.relieur. Alors là, relieur avec un E, @orange.fr. Donc n'hésitez pas à contacter Marlène pour une question, ou une commande, ou voilà, n'hésitez pas, vous serez accueillis avec un grand sourire. On va écouter une troisième chanson que tu as choisie, Marlène, qui s'appelle You Are My Sister. Tu n'es pas ma sœur, mais du groupe Anthony and the Johnsons, c'est ça? Pourquoi tu as choisi cette chanson? Alors j'ai découvert cet artiste, alors maintenant c'est plus Anthony and the Johnson, mais c'est Anony. Voilà. Et j'ai découvert cet artiste il y a un peu plus d'une dizaine d'années, et j'aime beaucoup son univers. Je ne saurais pas trop comment expliquer. Je pense qu'il faut l'écouter. Soit on accroche, soit on n'accroche pas. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un artiste qui me touche. Et donc, on va écouter tout de suite Anthony ou bien Anony, and the Johnsons, avec la chanson You Are My Sister. Restez avec nous sur KTB Radio, la radio du peuple.
You are my sister, we were born so innocent, so full of need. There were times we were friends, but times I was so cruel. Each night I'd ask for you to watch me as I sleep. I was so afraid of the night. You seem to move through the places that I feared. You lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature. You are my sister, and I love you. May all of your dreams come true. You are my sister, and I love you. May all of your dreams come true. We felt so differently then, so similar over the years. The way we loved made me experience pain. So many memories, there's nothing left to gain from remembering faces and worlds no one else will ever know. You are my sister, and I love you. May all of your dreams come true. You are my sister, oh, and I love you. May all of your dreams come true. All of your dreams, all of your dreams come true. I want this for you. They're gonna come. They're gonna come. I see them come. Oh, I see them come. I see them come. I see them come. I see them come. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci à Marlène Bevilacqua d'avoir participé à cette émission, de nous avoir transmis sa passion, ses techniques, son savoir-faire, pardon. Merci beaucoup à toi, Marlène. Je t'en prie, avec plaisir. N'hésitez pas à écrire à Marlène si vous avez des questions, une envie de restauration de livres. Tu peux nous redonner tes différents liens de contact ? Donc mon numéro de téléphone, c'est le 06 88 59 91 45. Le mail de l'atelier, c'est artisan au singulier .relieur, donc j'insiste sur le re avec un e à la fin, @orange.fr. Et l'adresse de l'atelier à Gap, c'est 24 rue Saint-Arrêt, c'est la rue de la préfecture. Foncez-y. Je rappelle que vous pouvez télécharger l'application KTB Radio depuis Play Store pour que vous puissiez écouter toutes nos émissions en un seul clic. Peu importe le jour, la nuit, vous pouvez nous suivre avec cette application. Vous pouvez nous laisser des commentaires également sur tous nos réseaux sociaux.
Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission Le Micro des Artisans avec pour invité Marlène Bevilacqua. C'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.